C'est parmi ces jeunes filles du lycée Lavoisier à Montrouge que se trouve celle qu'ici on appelle déjà l'élu. Monique, 15 ans, une jeune fille comme les autres. Pourtant, depuis le 17 mai dernier, Karl Marx lui serait apparu 3 fois. Les parents de Monique, secoués certes par cet événement, s'efforcent de maintenir autour de leur fille une atmosphère familiale normale. Nous, on est plutôt centristes. Oui, enfin, quand ma femme dit centriste, c'est plutôt centre-gauche. Hein. Que ça soit arrivé à Monique, c'est pas tout à fait un hasard. Monique, elle, n'est ni centriste, ni centre-gauche. Très gentil. Et qu'est-ce qu'il t'a dit la première fois qu'il t'est apparu? L'homme est un loup pour l'homme. Et il n'a pas fait d'allusion à la politique mondiale d'aujourd'hui? Non, il disait... Approche, petite, n'aie pas peur, je vais pas te manger. Je suis Karl Marx. Très gentil. Le capital est argent, le capital est marchandise. Mais en fait, la valeur se présente ici comme une substance automatique, douée d'une vie propre qui, tout en échangeant ses formes sans cesse, change aussi de grandeur et, spontanément, en tant que valeur mère, produit une pousse nouvelle, une plus-value, et finalement s'accroît par sa propre vertu. En un mot, la valeur semble avoir acquis la propriété occulte d'enfanter de la valeur parce qu'elle est valeur, de faire des petits, ou du moins de pondre des œufs d'or. La valeur se présente tout à coup comme une substance motrice d'elle-même, et pour laquelle marchandise et argent ne sont que de pure forme. Elle distingue en soi sa valeur primitive et sa plus-value de la même façon que Dieu distingue en sa personne le Père et le Fils, et que tous les deux ne font qu'un et sont du même âge, car ce n'est que par la plus-value de 10 livres que les 100 premiers livres avancés deviennent capitales. Et dès que cela est accompli, dès que le Fils a été engendré par le Père et réciproquement, toute différence s'évanouit et il n'y a plus qu'un seul être, 110 livres. La valeur devient donc progressive, argent toujours bourgeonnant, poussant et comme tel capital. Elle sort de la circulation, y revient, s'y maintient et s'y multiplie, en sort de nouveau accrue et recommence sans cesse la même rotation. A prime, argent qui pond de l'argent, monnaie qui fait des petits, money which begets money. L'argent engendre l'argent. Maintenant, je me place sur le plan de la philosophie. Il est de bon ton en philosophie depuis, disons, les années 1900, depuis la phénoménologie, depuis Bachelard, depuis les différentes contestations de la métaphysique, de dire la philosophie sérieuse commence quand vous renoncez à la substance. Quiconque, et ça c'est thèse à la Cassirer, s'attarde à la substance est déjà perdu pour la philosophie du XXe siècle. Or, un seul penseur s'est opposé radicalement à ces postures de l'idéalisme arrogant, c'est Karl Marx. Car Marx a dit « Nous avons une ontologie. Nous avons une substantialité. Nous pouvons rejouer le geste aristotélicien consistant à déterminer les catégories du monde. » Donc, la philosophie analytique, la phénoménologie, toutes les philosophies de la déconstruction qui voguent sur le néant de la substance, ne sont que des arrogances bourgeoises idéalistes qui sont terrorisées par la vérité, l'accent de vérité de Marx. Or, pourquoi Marx n'est-il pas supportable? Parce que la substance qu'il a fait surgir n'a pas très bonne figure. Il aurait dit Dieu surgit, tout le monde aurait eu comme des sanglots, ou l'amour, ou l'autre. Ça allait tout seul. Mais de dire que c'est l'argent, la substance du monde, ça fait grincer les chaumières, ça désespère les intellectuels, ça casse les discours. C'est pourquoi
il y a aujourd'hui la place pour un réalisme spéculatif dont la substance est le cœur, à condition d'en accepter le poids théorique et qui est l'horreur d'une ontologie de l'argent. Marx est un extraordinaire, un très puissant, très radical et très odieux blasphémateur qui soutient, je résume, que au fond la bourse produit de l'argent comme le pain devient le corps du Christ dans l'Eucharistie. Et évidemment, il y a là une sorte d'exactitude théologique qui me fait dire que Le Capital est un livre de théologie, ou pour le dire en tout cas comme Spinoza, est un livre de théologie politique, et qu'il n'y est question de part en part que de théologie. Et nous reviendrons tout à l'heure là-dessus. Je veux vous montrer que le vrai matérialisme, c'est la théologie. Mais ça, c'est un autre aspect sur lequel nous reviendrons. Mais je suis heureux que nous puissions marquer ce point. Il y a une identification des liens entre la christologie et le développement du processus capitaliste en Occident. Et il m'a fallu, pour ma part en tout cas, traverser Rabelais, traverser l'appétit de mangeaille qu'il y a chez Rabelais, c'est-à-dire penser quelque chose comme l'estomac, pour pouvoir supporter des insolences aussi radicales. Et nous en sommes là. L'Occident est possédé par son christianisme. Ce christianisme est une révélation trop lourde, intolérable, pratiquement hallucinante. Et donc l'Occident a préféré jouer dans l'argent, ce qui n'était pas représentable dans l'ordre de la transfiguration des corps. La dette publique, en d'autres termes l'aliénation de l'État, qu'il soit despotique, constitutionnel ou républicain, marque de son empreinte l'ère capitaliste. La seule partie de la richesse dite nationale qui entre réellement en possession collective des peuples modernes, c'est leur dette publique. Il n'y a donc pas à s'étonner de la doctrine moderne que plus un peuple s'endette, plus il s'enrichit. Le crédit public, voilà le credo du capital. Ainsi, le manque de foi en la dette publique vient-il, dès l'incubation de celle-ci, prendre la place du péché contre le Saint-Esprit, jadis le seul impardonnable. La dette publique opère comme un des agents les plus énergiques de l'accumulation primitive. Par un coup de baguette, elle doue l'argent improductif de la vertu reproductive et le convertit ainsi en capital. La dette publique a donné le branle aux sociétés par action, au commerce de toutes sortes de papiers négociables, aux opérations aléatoires, à l'agiotage, en somme aux jeux de bourse et à la bancocratie moderne. Ce qui a été l'approfondissement de mon travail, c'était de me rendre compte au fond que Marx a commencé comme un agitateur humaniste qui portait les espérances d'une vie juste, et il a rencontré un fait que seul lui a su détecter comme une sorte de sanglier qu'il était, la truffe du monde, c'était l'argent dans son processus dynamique, pas l'argent stocké, mais l'argent investi. Et à cet instant, il s'est retrouvé devant un fait purement métaphysique. Une substance gouvernait l'univers. Et il devenait du même coup le Spinoza de l'argent. Et je crois que ce qui est extraordinaire philosophiquement, c'est que c'est un élève de Hegel qui commence dans un égalisme libéral et qui, au lieu de répéter le geste de son maître, non plus Spinoza mais moi, eh bien lui, ça sera non plus Hegel, mais Spinoza. Et même si sa lecture n'est pas technique, même si encore une fois, il n'est pas un spécialiste comme on dit aujourd'hui, il a élevé la question de la truffe noire qu'est l'argent au rang de substance spinoziste du monde, c'est-à-dire causa sui, c'est-à-dire automatiquement engendrant son propre produit. Marx, c'est un humaniste qui se brise sur le mur de l'argent. Mais au lieu de s'y briser et de rester pantelant à son pied, il entre dans le système, et j'estime pour ma part que cette découverte est de même poids, et je pèse mes mots, que la découverte de la bombe atomique.
Si vous êtes Marx, c'est-à-dire si vous inventez le fétichisme de l'argent et l'automaticité du capital, ça change tout. Car la pratique révolutionnaire ne va pas se passer comme application d'une théorie, par exemple la prédictibilité de la crise du capitalisme, que vous impliquez dans la Deuxième Internationale et dans les mouvements ouvriers. La véritable puissance révolutionnaire, c'est l'éclatement du concept de capital dans sa structure spéculative. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est l'extraordinaire lecture de Hegel que vous trouvez dans la préface du Capital, dans la préface russe, mais traduite en français bien sûr, quand il est dit que j'ai compris Hegel, je ne vais pas développer, ça n'est pas le chien crevé que vous croyez, c'est quelqu'un qui montre qu'un pouvoir d'éclatement se trouve dans les concepts. Ce pouvoir d'éclatement, c'est ce qu'on appelle la dialectique, et c'est cela qui est révolutionnaire. Autrement dit, moi je suis, et c'est ce qui me distingue de mes origines auprès de Louis Althusser, bien sûr, je ne pense pas qu'il doit y avoir une pratique ouvrière de la lecture du Capital. Ce que je pense, c'est qu'il y a une puissance révolutionnaire effective qui appartient au concept et qui est au sein des entités que le Capital met en avant. L'argent, évidemment en premier. Il y a deux façons de faire de la philosophie. Ou bien vous faites du Platon, ou bien vous faites d'Aristote. Il n'y a pas tellement d'autres solutions. Si vous me dites... alors je fais quoi? Je fais du Aristote ou du Platon? Là, vous faites évidemment du Platon. Vous dites, je meurs d'amour pour la justice, et je veux que la justice soit... Qu'est-ce que je fais? J'invente la tyrannie qui va imposer la justice. Je peux être aussi Mais c'est pas de la tyrannie, la morale. La morale est de la tyrannie dès lors qu'elle ne repose pas sur la réalité des substances. Si vous voulez imposer la justice au monde, ça veut dire que vous pensez que le monde n'est qu'une image. Une image qui peut mieux participer. Vous êtes platonicienne. Et j'ajouterais plus méchamment... Le choc. Aujourd'hui, ce qui règne, c'est le néoplatonisme. Parce que le sujet ivre, soit de violence, soit de philosophie, soit d'intelligence, est un néoplatonicien qui dit « Mais moi, je vais vous dire que l'un n'est pas l'être, c'est-à-dire la justice n'est pas la production du monde. » Mais on peut être aussi aristotélicien, c'est sûr, dire quelles sont les interactions réelles, qu'est-ce qui est possible comme relation d'égalité dans le rapport de force exact. Vous savez, il y a une façon très morale de lire Machiavel, ou encore il y a une façon lucide de corriger les excès de la morale platonicienne par la morale de Machiavel, c'est-à-dire par une éthique de la vertu. Je pense que, d'abord, il faut être spinoziste, c'est-à-dire qu'il y a une jouissance à avoir compris. L'extraordinaire jouissance. Je sais, je sens, j'expérimente que je suis éternel parce que j'ai compris l'axe autour duquel tournait l'univers. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il y a des pratiques, à mon avis, du côté de Debord, qui sont beaucoup plus décisives que la morale. C'est des pratiques de situation. Je crois qu'il n'y a que des situations particulières dans lesquelles nous pouvons être plus ou moins intelligents en rejouant la liberté de la parole contre le fonctionnement de la machine. C'est sur la nôtre, notre vie, et c'est eux qui font nos choix. Mais je sais qu'on va plus se laisser faire. C'est maintenant, frérot, c'est maintenant qu'on relève la tête. C'est maintenant qu'il faut leur montrer. Entre Escobar et l'abbé Pierre, ma vie entière, entre la grosse caisse et la caisse claire. Dans son regard le monde s'éclaire par le briquet sous la cuillère. C'est le fruit de mon époque. Et toi tu cherches la lumière sur les chemins de la prière. Je n'ai que le fruit de mon époque.